Bon, eh bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette première session visio sur la région du Clermontois. Donc, je suis le Dr Pinault, chef de service des urgences de Clermont-de-Loise. Je suis également échographiste sur l'hôpital. Alors, on organise ce webinaire avec l'aide de l'équipe de Méridique Santé, qui est une équipe qui nous aide à communiquer et à augmenter le lien toujours ville-hôpital dans l'objectif de créer un réseau ville-hôpital le plus adapté, le plus efficace possible pour la prise en charge des patients. Alors pour ce premier point mi-course, l'objectif, c'était de refaire un point sur les thérapeutiques qu'on met en place et qu'on a pu mettre en place au niveau du centre hospitalier, le tout, bien sûr, dans un contexte d'accord régional, avec le SHU et le CH de Beauvais, le CHU de Lyon, bien sûr. Et le deuxième point que je voulais aborder dans cette réunion en visio, c'était sensibiliser tous les acteurs de ville, comme les acteurs d'ailleurs de l'hôpital, sur les risques qui sont liés au retard de prise en charge des patients. Chose qu'on a bien mis en évidence lors du déconfinement de la première vague et qu'on aimerait ne pas revoir le moins possible lors de cette seconde vague. Alors, à l'ordre du jour, on fera un petit point sur la prise en charge thérapeutique et diagnostic ville-hôpital concernant le Covid. Et donc, le deuxième, sur le confinement, oui, mais lutte au maximum, comme je vous le disais, sur les pertes de vie. Alors, un petit point épidémio. Au 1er décembre, il y avait encore dans l'Oise 128 hospitalisés en hospitalisation complète dans l'Oise, dont 33 en réa, avec une emprise sur la réa qui avait nettement augmenté. On en a rediscuté tout à l'heure en réunion sur l'établissement et où le directeur de Beauvais a nous a un point un peu sur les lits de réanimation. Habituellement, il y a une quarantaine de lits de réa sur l'Oise. Et là, avec le Covid et les patients en plus, en période hivernale qui nécessitent une prise en charge réanimatoire, on est quand même monté à 80 lits de réa sur le sud de l'Oise. À l'heure actuelle, on est redescendu à 72 lits, mais les lits sont tous pris. Donc, il y a quand même une forte augmentation des prises en charge réanimatoires dans l'Oise depuis à peu près un mois et demi, avec, par exemple, sur Creil, la moitié des lits de réa qui sont pris par les Covid. Il y a quand même une grosse emprise malgré tout qui reste des lits de réanimation pris par les patients Covid. Le taux d'incidence, par contre, a nettement baissé au niveau donc, de l'incidence des habitants positifs au Covid sur 100 000 habitants, parce qu'on est passé entre la semaine du 21 et la semaine du 28 novembre de 178 patients pour 100 000 habitants positifs à 105. Juste un dernier point sur Clermont, l'hôpital en lui-même. Alors, sachant que je vais remettre en live les points à jour. Et donc là, actuellement, sur l'établissement, il y a 5 patients Covid en service du HCD. Mais donc on a un impact qu'on n'avait pas forcément prévu à ce niveau-là. C'est qu'on a eu quand même pas mal de soignants qui ont été atteints. Alors pas forcément atteints liés à leurs soins, hein, qui sont parfois atteints dans des clusters familiaux, hein, comme on a vu le plus souvent. Mais ça a occasionné quand même pour nous de grosses conséquences en termes d'organisation de soins. Ce d'autant plus que dans le sud de l'Oise, on a des gros problèmes de recrutement au niveau paramédical comme au niveau médical, et surtout sur le Clermontois. Et là, on se retrouve avec des effectifs paramédicaux qui sont très très sollicités sur des équipes restantes. Et on est obligé d'organiser des services avec des vacataires ou des intérimaires qui ne connaissent pas le service. Donc c'est un peu complexe au niveau d'organisation, pas tant lié au nombre de patients, mais lié au turnover des équipes et aux équipes qui sont un peu fatiguées. Retour d'expérience. Alors,
ce point, c'était surtout sur qu'est-ce qui a changé, en fait, et qu'est-ce qu'on a ressenti comme changement, nous, sur cette deuxième vague avec un confinement un peu différent par rapport à la première. Lors de la première vague, il y avait vraiment un effet nouveau avec les prises en charge qui changeaient quotidiennement, des adaptations quotidiennes. C'était complexe à organiser, mais du coup, en fait, toutes les prises en charge et toutes les mesures qui étaient prises étaient assez extrêmes. Là, les règles ont changé. En particulier, on a décidé, dès le départ de la prise en charge, de la deuxième vague, et quand on a senti que le nombre de patients augmenter, au niveau régional et au niveau national, la règle, c'était simple, chaque établissement gardait ses patients Covid, pas de transfert. Donc ça avait lieu lors du début de la première vague en mars, où nous, par exemple, à Clermont, on a créé une unité Covid mi-mars, alors qu'il y avait déjà des patients Covid depuis une quinzaine de jours, mais on les transférait systématiquement sur le Beauvais. Là, non, on a gardé nos patients Covid, on a créé des mini-unités en médecine et en UHCV. Et la difficulté, en fait, surtout de cette seconde vague, a été liée à des patients Covid à prendre en charge, plus le maintien d'une activité complète. C'est-à-dire pas d'arrêt des consultations, pas d'arrêt des blocs opératoires, pas d'arrêt de dictologie comme on avait mis en place lors de la première vague. Donc, une activité globalement identique, si ce n'est une baisse de passage de patients au niveau des urgences, mais sinon, à part ça, une activité globalement identique, mais avec des charges de Covid qui sont quand même plus lourdes en plus. Donc ça a quand même, été, c'est quand même des choses qui sont un peu plus complexes à organiser. Et au niveau du retour d'expérience, ce qu'on a bien mis en évidence aussi, c'est une prise en charge en ville par toutes les équipes libérales, nettement, qui a vraiment pris le relais, quoi. Des médecins généralistes et des infirmières à domicile, des pharmaciens, des prestataires d'hospitalisation à domicile, tout ça lié ensemble, qui ont vraiment pris le relais et ont permis en fait de limiter les hospitalisations, de limiter les durées d'hospitalisation. Donc un gros lien ville-hôpital qui nous a vraiment beaucoup aidé. Un petit point thérapeutique. Alors, point thérapeutique, toujours pareil, hein, qui est mis en accord avec les équipes de Beauvais et du CHU sur les accords régionaux et d'évaluation de vie. Donc les antibiotiques ne doivent pas être, ne sont pas systématiques pour reprendre le slogan. Ils doivent vraiment être mis en place avec un faisceau d'arguments positifs, à savoir les arguments d'abord cliniques, soit un patient qui a de nouveau des signes cliniques après une fenêtre thérapeutique où il y avait une amélioration symptomatologique qui était plutôt tendance à s'améliorer et qui représente de nouveau des signes cliniques type crachat sale, la difficulté respiratoire, dyspnée, etc. Ou alors un arrêt de la fièvre pendant 72, 3, 4, 5 jours, reprend une fièvre. Ça, c'est pour les critères cliniques. Pour les critères biologiques, il ne faut pas se fier à la CRP, ou tout du moins pas dans des taux type 100, 120, 130 de CRP, parce que ce sont des taux en fait habituels pour une infection virale de cette gravité, un peu comme la grippe, hein, d'ailleurs, hein, une grippe à 100 de CRP, oui, c'est normal. Il y a une infection inflammatoire importante, une CRP monte. Donc c'est pas sur la CRP qu'on va mettre en place un antibiotique, sauf si bien sûr il y a une décroissance de la CRP assez nette, et puis une réascension. Là évidemment c'est un signe qui nous alerte. Pour ce qui est de l'hyperlymphocytose, le Covid crée des lymphopénies. Donc une franche hyperlymphocytose est un critère par contre qui nous fera mettre des antibiotiques. Et enfin, bien sûr, les signes d'imagerie, à savoir les signes d'infection bactérienne, de surinfection bactérienne, les images du scan, de foyer d'infection en fait, localisés, qui nous feront mettre des antibiotiques. Donc c'est vraiment sur ces faisceaux d'arguments qu'on mettra en place une antibiothérapie, et s'ils ne sont pas présents, on ne peut pas mettre d'antibiotiques. Là, hors cas particulier. Au sujet du type d'antibiotiques, au départ, on était parti sur des antibiotiques plutôt élevés, avec le Claforant, par exemple, Claforant rhodamycine,
On a rétrogradé assez facilement maintenant, on est passé sur des antibiotiques féroces quand c'était possible, avec du coup comment dire, des antibiotiques type amoxicilline acide clave et rhomamycine féroce. Voilà, donc un 1 x 3, hein, et puis 1,5 x 3. Voilà. Concernant la corticothérapie, donc la corticothérapie était un questionnement qui avait été mis en place en cours de première vague et qui a clairement été confirmé maintenant sur plusieurs cohortes de patients qui ont été pris en charge lors de la première vague et mis sur corticothérapie. L'idée est assez simple, hein. L'infection par Covid crée une atteinte au niveau de l'endothélium et va créer en fait des aspects de vascularite avec des atteintes type alvéolite du coup, dégradation pulmonaire pour l'aspect les symptomatologies et l'aspect pulmonaire. On va avoir le même genre d'atteinte au niveau ORL aussi, en fait c'est les vascularites ORL hein, qui créent la notion de glésie. Et on peut avoir aussi des vascularites avec des symptomatologies en dur au niveau cutané. Et donc, pour lutter contre ça, la corticothérapie a été mise en place, et elle est mise en place si il y a une oxygénorequérance qui est définie et qui se met en place, et si les symptômes perdurent. Auquel cas, on mettra alors soit mode en IV en intraveineuse si c'est nécessaire, la dexaméthasone à raison de 6 mg au jour, soit prednisolone 40 mg péros, avec une décroissance de 10 jours. C'est nous, alors encore une fois, hein, ça a été prouvé, mais nous, de façon empirique, clairement, on a vu la différence très nettement avec des patients qui se sont améliorés à partir de J7, ils arrivent à l'hôpital avec une dégradation respiratoire. On les hospitalisait avec une corticothérapie et à J8, J9, J10, il y avait une nette amélioration clinique et biologique d'ailleurs souvent de ces patients qui nous avaient montré l'efficacité de ces traitements. Un petit point anticoagulation, c'est une pathologie qui est clairement créée des thrombombolie. Les chiffres, c'était en réanimation, plus de 10% des patients qui avaient une infection grave par Covid avaient une embolie pulmonaire sur un jour. Et beaucoup. Donc, il faut, à partir du moment, même sur les formes modérées, à partir du moment où il y a un risque de réduction de la mobilité, ce qui est quasiment toujours le cas finalement, parce que même chez quelqu'un de jeune, entre 30 et 50 ans, qui a un syndrome grippal cogné à 39 dans son lit, il y a une diminution de la mobilité, quoi. Donc on a la main assez facilement lourde sur pas lourde, mais systématique, on va dire qu'on met assez systématiquement des HVPM en prophylaxie, 7 à 10 jours minimum, et on les mettra systématiquement, sans se poser de questions, s'il y a un antécédent de maladie thrombologique, s'il y a une obésité, une grossesse, etc. Pour les formes sévères et les formes graves, on les met systématiquement, et on double les doses pour l'IMC supérieure à 30. Devant toute l'IMC de toute façon supérieure à 30, on double les doses pour l'efficacité HDPM, et c'est encore plus vrai dans ce genre de cas, avec une infection surajoutée. Concernant l'adaptation de la posologie, on a juste un petit point. Il faut faire attention également que souvent, hein, on faisait encore plus dur de la première vague, les patients qui sont graves, qui sont très symptomatiques, sont des patients âgés. Et dans ces cas-là, il y a assez souvent des atteintes de la fonction rénale chez ces patients. Et donc, dans ces cas-là, il faut adapter la posologie, par exemple, de l'inoxaparine en passant à demi-unité en sous-chute par jour. La ventilation. Alors pour nous, la ventilation, ça a vraiment été la thérapeutique qui a changé notre façon de prendre en charge des patients. Parce qu'en fait, sur toute la première vague, le mot d'ordre était simple. À partir du moment où on commençait à augmenter le débit litre d'oxygène, l'oxygène dépendance devenait importante, on passait à une ventilation mécanique avec une intubation, ventilation, des coma et réanimation de ces patients. En deuxième vague, en fin de première vague,
Puis en deuxième vague, ça a complètement changé. En fait, on passait sur une ventilation assez facilement mécanique donc on a trachéal direct, parce qu'il y avait une crainte de ROC des virus, de contamination des soignants, parce qu'on ne savait pas comment ça allait évoluer sous d'autres types de ventilation non invasive. Et en fait, il a été bien démontré que les oxygenations haut débit type OptiFlow, que je vous montre là sur le dessin, qui sont donc en fait une oxygénation, comme vous pouvez voir, avec des lunettes nasales, qui créent juste derrière, ou des ventilations non invasives avec des masques qu'on met sur le visage et qui amènent donc de l'oxygène avec une forte concentration d'oxygène, peuvent permettre aux patients de passer un cap, de ne pas devoir être ventilés, de façon mécanique d'un coma, et qui ont vraiment changé la donne. Alors, ce type de ventilation, en général, n'a pas diminué le nombre d'entrées en réanimation, parce que ce sont des patients qui peuvent de toute façon arriver en réanimation pour avoir ce type de ventilation au long cours, mais ils ont changé les durées d'hospitalisation et les conséquences surtout d'une réanimation plus intensive avec la ventilation mécanique, la mise en coma, etc. Pour ce qui est de l'OptiFlow, nous par exemple, on avait anticipé un peu les choses en commandant un puis un deuxième OptiFlow au début de novembre. Le premier nous était même arrivé mi-octobre. Et donc en fait, c'est un système assez simple, hein, l'OptiFlow, c'est des lunettes nasales qui donnent, qui transmettent aux patients de l'oxygène à haut débit, à savoir qu'on peut monter jusqu'à 60-80 litres minute, et une FiO2, donc c'est la teneur en oxygène de l'air qu'on voit. Donc l'air que l'on respire habituellement sans masque, sans rien, c'est 25% d'oxygène. Et là, on peut monter jusqu'à 100%. Donc on arrive à des oxygénations très importantes en termes de minutes, et de façon, encore une fois, empirique, qui a bien été montré dans les différentes études qui ont pu être faites sur des cohortes de patients de réanimation. On a vu des améliorations sur des patients, même parfois des patients qui n'étaient pas réanimatoires, des personnes très âgées avec des comorbidités qui venaient de maison de retraite, qui avaient 80 ans, et où on savait qu'il n'y avait pas de possibilité que ces patients puissent aller en réanimation. On a tenté de les mettre sous OptiFlow avec des réussites en 24 heures incroyables, quoi, et des gens qui ensuite ont pu retourner même parfois de là où ils vivaient. Donc ça a vraiment changé pour nous très fondamentalement la prise en charge des patients Covid+, qui étaient d'emblée graves. Les deuxièmes points qu'on a réussi à mettre en place, et ça en particulier grâce au lien ville-hôpital, grâce à une coordination assez rapide et très efficace avec la ville, c'est des retours précoces au domicile. Alors pourquoi on a mis en place ça et pourquoi on n'a pas forcément mis en place avant ce qui s'est passé, c'est que le premier week-end de novembre, le 1er novembre, on s'est retrouvé sur Clermont avec 14 patients sur 36 places d'aval médical prises par des Covid. C'était 40%. À titre d'exemple, à la même période, Beauvais-Creil, ils étaient autour de 4%. Donc 40%, c'est absolument énorme, sachant que c'est des patients qui en général restent longtemps à l'hôpital. Ça a créé en fait une zone de tension, une énorme tension au niveau des lits d'aval chez nous. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de ces patients étaient plutôt des patients jeunes, ce que j'entends par là entre 60 ans, qui étaient symptomatiques depuis 7 à 10 jours, donc on a passé le cap des 7-8 jours, et qui certes nécessitaient une oxygénothérapie de surveillance, mais pas forcément une surveillance rapprochée. Donc on se posait la question d'un retour à domicile encadré, avec passage de l'infirmière libérale matin, midi, soir, passage du médecin 2 à 3 fois par semaine, de l'oxygène au domicile avec les prestataires, des antibiotiques complémentaires si vous voulez, et ça s'est fait en 24 heures. On a commencé à en parler le vendredi, et le dimanche, certains patients sortaient. Et bien aidé par l'AXO, du CREI, et puis aussi par la HADLW, et puis même parfois juste avec des prestataires
cas des infirmières à domicile et des médecins directement. Ça nous a vraiment permis, par exemple, à titre d'exemple, je vous dis, le week-end du 1er novembre, on avait 14 patients Covid hospitalisés sur l'établissement. Le mardi, je crois que c'était le mardi 3 novembre, on était passé à 7 patients. La moitié était sortie. Ça, vous vous doutez bien que sur 36 000 avals, ça fait une grosse différence et une grosse bouffée d'oxygène pour pouvoir reprendre en charge d'autres patients Covid et d'autres patients. Donc ça a vraiment été prise en charge conjointe à l'hôpital, très efficace, qui pourra probablement d'ailleurs remettre au bout du jour de façon plus développée à l'avenir. Donc le deuxième point que je voulais traiter aujourd'hui concernait la lutte contre les pertes de vie. C'est quelque chose d'assez, je dirais, d'assez dramatique et d'assez préoccupant qu'on a bien mis en place, bien vécu, mais qu'on a vécu lors de la première levée de confinement, c'est qu'on s'est retrouvé à devoir gérer des situations au niveau cancérologique, au niveau suivi de pathologie chronique, au niveau examen de contrôle ou consultation de suivi, avec des retards de prise en charge de plusieurs mois. Et en rediscutant, par exemple, il y a 15 jours avec le docteur Bourré, qui est un chirurgien séro de W, il disait que même eux, en viscéral, sur le séro, ils ont dû prendre en charge des patients avec des diagnostics de cancer et des prises en charge chirurgicales, mais bien plus lourdes, parce qu'il y avait 3 mois de retard. 3 mois de retard sur les diagnostics. C'est des patients qui, par exemple, ne consultaient pas par peur du Covid, ne pas consulter pendant la période de confinement, et qui, quand ils ont consulté, bien sûr, déjà des pathologies très avancées. Ou alors, on s'est retrouvé avec des patients qui avaient des AVC constitués, qui sont pas venus quand les signes commençaient, et qui venaient 24 heures après parce que les signes continuent à persister. 24 heures après, c'est trop tard. Pareil pour les syndromes coronariens. Donc on a vraiment eu au niveau médical des prises en charge malheureusement tardives, ou des prises en charge de gens qu'on a revus avec 3 mois de retard sur des suivis de pathologies chroniques. Et c'est vraiment des choses contre lesquelles chacun, en tant que soignant, on doit essayer de lutter, en expliquant bien aux patients que voilà, les médecins sont là, que ce soit clinique, ville, hôpital, peu importe. On est présent, nos consultations sont ouvertes, nos services d'urgence sont ouverts, nos services d'hospitalisation sont ouverts. Et les patients doivent retourner voir leur médecin et l'aspect pour continuer leur suivi, c'est indispensable. Et il faut le marteler juste pour qu'ils comprennent qu'on est bien là et qu'il n'y a pas d'arrêt des soins. La deuxième grande famille de la pathologie, c'est la mythologie, où je pense qu'il y a vraiment une situation d'alerte. On a vu très fortement baisser les consultations et les demandes de prise en charge de mythologie sur l'établissement. Or, on sait très bien, et on a vu que le confinement, c'est là ce que ça crée. En confinant les patients qui avaient déjà tendance à confiner, en leur coupant les ponts au niveau des relais sociaux, au niveau des contacts sociaux avec leur famille, avec leurs proches, etc., ils ont plutôt surconsommé qu'autre chose. Et en plus, en général, ils ont arrêté de prendre des traitements, ils ont arrêté leur suivi psy, que ce soit en CMP ou à l'hôpital. Et donc, il faut aussi être hyper vigilant. Le service d'édito, par exemple, fermé n'est pas fermé, pas du tout, comme dans les autres établissements d'ailleurs. Les CMP ne sont pas fermés. Il faut vraiment transmettre ce message aux patients et à la population qu'on est toujours là pour les aider et qu'il faut qu'ils viennent nous voir au moindre doute. C'est vraiment le sentiment global qu'on a pu tirer du premier confinement, du déconfinement, et qu'on ressent encore à l'heure actuelle. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille tous dans ce sens, à savoir, on est présent pour les patients, il faut que les patients puissent la suivre, et il faut qu'il y ait un hôpital. Ce que nous, on essaie de leur faire passer comme message, mais
qui est vrai, je pense, partout, c'est que l'hôpital, comme les cliniques, comme les consultations, que ce soit qui, infirmiers, enfin, tous les pharmaciens, tous les biologistes, enfin, les laboratoires, on a tous adapté nos conditions d'accueil, on a tous créé des circuits entrée-sortie fléchés, avec non-croisement des flux d'entrée et des flux de sortie. On a mis des mesures d'hygiène avec du feuilleté hydroalcoolique et éventuellement don de masques pour l'entrée. À l'hôpital de Clermont en particulier, on a eu la chance d'ouvrir le 14 septembre les nouvelles urgences. Donc on a nouvelles urgences, des box simples, c'est plus des box doublées. Il y a des salles d'attente maintenant, donc on peut séparer les gens, ils sont suffisamment éloignés pour ne pas être en contact proche. Il y a une unité d'hospitalisation courte durée dans laquelle c'est pareil, ce sont des chambres simples, donc on peut isoler les gens. Donc il y a vraiment, tout est adapté pour, même si le risque zéro n'existe pas, le risque de transmission de contagion soit le plus bas possible. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille sur cette idée que les gens doivent continuer à faire leur dépistage, leurs soins, leur consultation suivie, et ils doivent aller voir leur médecin. J'en ai discuté justement avec des médecins de ville qui me disaient qu'en effet, à l'heure actuelle, ils sentaient quand même une baisse de leur consultation en ville. Alors probablement qu'il y a un petit impact lié au fait que, avec le confinement, le port de masque, l'hydroalcoolique, il y a moins de façon saisonnière que d'habitude à la même période, mais il y a aussi des gens qui consultent moins. Et ça, il faut vraiment lutter contre ça. Il faut qu'on garde un œil sur nos patients chroniques. C'est indispensable. Il y a un cas particulier aussi pour lequel on doit être vigilant et qui donnera lieu d'ailleurs à un deuxième webinaire la semaine du 15 décembre, auquel je vous invite à participer ou au moins à le suivre, parce que je pense que c'est un point extrêmement important. Il y a une consultation, on a évalué au niveau de la population gériatrique de l'établissement de Clermont, qui est assez important, qui fait quand même plus de 300 000, et on s'est rendu compte que le confinement pour les personnes âgées, c'est quelque chose de terrible, parce qu'ils se retrouvent assez paradoxalement isolés alors qu'ils sont en institution. Et là, au moment des périodes de Noël, c'est encore pire, parce que c'est vraiment la période de l'année pendant laquelle, en général, il y a un droit de sortie qui est donné les 24, 25 ou 31. Or, là, clairement, on ne va pas pouvoir autoriser les personnes âgées à participer au réveillon. Bah, d'abord parce qu'il y a eu des cas dans les maisons de retraite, et parce que les fois où on a autorisé les entrées-sorties comme ça, c'est là qu'on a eu de nouveaux des cas qui sont apparus sur les différentes structures d'EHPAD ou du SLD chez nous. Donc les visites ne vont pas être autorisées ou très limitées. Et donc, bien qu'il y ait la possibilité d'utiliser des tablettes pour faire des appels en vidéo, etc., je pense qu'il faut comprendre que ce soit les familles ou les patients, il y a une forme de colère, d'incompréhension. Et on a besoin de tous travailler dans un sens éducatif envers les patients, envers les familles, pour expliquer que voilà, en ce moment, c'est pas simple. C'est une période très compliquée pour les personnes âgées qui sont isolées, mais qu'on doit trouver des solutions ensemble et en bonne entente. Parce qu'on a quand même aussi pas mal d'agressivité du coup des familles qui ne comprennent pas toujours. Et bon, ça peut s'entendre, mais il faut essayer au maximum d'éviter ce genre de réaction parce que les équipes de gériatrie souvent en subissent les conséquences et c'est pas très simple pour elles. Donc c'est toute une discussion à avoir, hein, à savoir quelle est les meilleures décisions à prendre pour protéger les personnes âgées, tout en luttant contre les pathologies type idées suicidaires, syndrome de glissement qui peuvent être occasionnés par le confinement et l'isolement. Donc il y a une marge qui est assez mince d'action. Et il faut qu'on travaille encore une fois main dans la main parce que je pense que si les messages sont relayés par les médecins traitants, par les équipes de pharmaciens, de kinés, de ville, ça permet d'avoir un discours cohérent sur le territoire et de faciliter la compréhension et l'éducation.
Eh bien, merci à tous. Je suis dans les temps. J'espère que ce webinaire nous aura intéressé et qu'il aura répondu à certaines de vos questions et de vos attentes.